Hello les addicts, aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture, ça fait longtemps et du coup j'ai beaucoup de lectures en retard, mais comme il y en a beaucoup dont je vous ai parlé dans les coups de cœur, dans les flops ou dans plein d'autres trucs, du coup j'ai vraiment pris celles dont je vous ai pas parlé du tout ici. Donc il y en a 6 ou 7, donc on va essayer de pas trop tarder, je vais essayer de pas faire trop long et je vous présente tout de suite tout ça. Alors le premier dont je vais vous parler, il s'agit de Les Saisons de la Tempête d'El Casimano qui est paru chez De Saxus durant l'année dernière. Et du coup c'est un premier tome, apparemment il y a un deuxième qui va bientôt sortir, on n'a pas encore de date. Je l'ai lu en fin d'année, je vous dirais septembre ou octobre, je ne sais plus exactement, septembre je crois. Déjà on va s'arrêter sur la couverture, clairement, qui est juste d'une beauté. Voilà, laissez tomber, hein. Franchement moi c'est un peu pour ça que j'ai craqué aussi. Et son résumé me plaisait parce que en fait dans cette histoire, on va avoir des ados qui vont représenter des saisons en fait. Il y a certains ados qui vont représenter des hivers, d'autres qui vont représenter des étés, des automnes ou des printemps. Et j'ai trouvé le concept super intéressant, sachant qu'en fait c'est des ados qui étaient sur le point de mourir, que Gaïa en fait a sauvé et leur a permis de se transformer en saison et de choisir un superviseur. Donc ce superviseur va rester, si vous voulez, dans la base où sont toutes les saisons, séparées entre elles, et va veiller sur la saison qui supervise. C'est une grande compétition parce que dans chaque région, si vous voulez, les 4 saisons vont être rentrées en compétition, si vous voulez, pour durer le plus longtemps possible. Donc l'hiver, par exemple, va devoir durer le plus longtemps possible avant que le printemps ne le tue. Sachant que l'hiver qui a été tué va retourner dans la base, en fait, il va, si vous voulez, hiberner. Dit comme ça, c'est va être mieux ancré, va hiberner jusqu'au prochain hiver, et que du coup, le printemps qui va arriver va essayer de durer le plus longtemps jusqu'à ce que l'été arrive à l'évincer, tout ça, et au fur et à mesure, en fait, le but est de durer le plus longtemps possible, et surtout de ne pas descendre du classement et ne pas passer sous la ligne rouge pour ne pas être annihilé et du coup que la saison représentée par l'ado, cet ado, soit complètement cette fois-ci éliminé. Et cette fois-ci, c'est une mort certaine. Voilà, donc en gros, c'est ça l'histoire. Et du coup, on va suivre surtout une région avec son hiver, son printemps, son automne et son été. Et franchement, on va suivre surtout ces 4 personnages-là. Qui vont mener un petit peu la révolution dans l'histoire. Puisqu'en fait, un hiver va tomber amoureux d'un printemps. Vu que ce printemps n'est pas très féroce, il va chercher à la sauver parce qu'en fait, elle va passer en dessous de la ligne rouge. En fait, on va tourner autour de ça, il va essayer de sauver ce printemps. Donc c'est une romance, oui, mais c'est une romance mise vraiment au service de l'histoire, puisque finalement, c'est cette romance qui va déclencher toute la révolution des saisons qui vont faire qu'elles vont se libérer, si vous voulez. Donc voilà, je peux pas en dire plus, mais voilà, cette romance est super mignonne, je trouve, franchement. Donc voilà, pour moi ça a été une très bonne lecture, même si ça n'a pas été un coup de cœur, parce que je trouve qu'il y a un petit peu des longueurs. Ça manque de rythme parfois, mais finalement, arrivé à la fin, on se rend compte que finalement c'était tout un plan prédéfini et tout, et que finalement tout était important et que tout s'embrique. Donc c'est ça qui est super intéressant. Donc après, arrivé à la fin, franchement, je suis pas sûre qu'il y avait eu besoin d'un tome 2 parce que pour moi, finalement, ça pourrait très bien se finir comme ça. Ensuite, j'ai lu Idealis de Christopher Paolini, donc qui est une saga une duologie de science-fiction qu'il a écrit du coup après Eragon. J'avais hâte de découvrir Idealis, sachant que voilà, c'est pas du tout ce qu'il a l'habitude de faire, parce que voilà, c'est de la fantasy, Eragon, et là on se retrouve sur de la science-fiction. Je l'avais pas sous la main, donc je vous mets là. Et du coup, en fait, Idealis, c'est l'histoire de Kira qui, à la fin d'une mission en fait dans l'espace, une mission sur une planète inconnue où ils étaient en train de faire des recherches, elle va se retrouver en face d'un corps extraterrestre qui va prendre le contrôle de son corps. Et il faut savoir que cette entité va beaucoup intéresser les scientifiques, tout ça, mais malheureusement ils vont pas pouvoir trouver les origines de ce corps étranger. Ils vont se retrouver face à une guerre parce qu'en fait il n'y a pas que les scientifiques qui vont vouloir trouver cette entité qu'a Kira, d'autres aussi, d'autres extraterrestres, et du coup on va se retrouver au cœur d'une guerre et voilà, Kira va être un petit peu le centre de tout ça et on va la suivre durant toute l'histoire. Moi clairement, voilà, Christopher Paolini, pour moi, il reste dans ses travers avec des univers qui sont très très riches, très complexes et du coup avec parfois pas mal de longueur. Faut le savoir, dans Eragon quand même c'est parfois le cas, même si Eragon ça m'a plus passionné que la science-fiction d'Idealis. Mais là pour le coup,
pour moi ça a été un peu long. Moi les univers comme ça je préfère les découvrir en audio, ça passe mieux, mais là ouais c'est très très complexe et tout. Même si on a des cartes avec les différentes planètes qui mentionnent et tout, franchement faut quand même bien s'accrocher, ça se passe dans l'espace avec tout ce vocabulaire là. Et ouais non c'est quand même costaud quoi. Faut savoir que j'ai eu énormément de mal quand même à rentrer dans l'histoire, que j'ai même failli l'abandonner, que je me suis dit non, c'est du Christopher Paolini, tu vas quand même jusqu'au bout parce que voilà, tu sais qu'il est comme ça. Mais voilà, arrivé à la fin, oui d'accord, j'étais contente de savoir un petit peu comment s'était passée l'histoire, voir comment Kira s'en sortait avec cette entité qui contrôle son corps et tout, toutes les aventures qu'ils vivent pour arriver à contrer cette aventure extraterrestre qui cherche cette entité. Puis on finit quand même par s'attacher au personnage de Kira, donc voilà. Mais à voir si la suite je la découvre. Quand j'ai écrit la chronique, je pensais vraiment vouloir savoir la suite, mais je me dis est-ce que je me replonge dans un livre comme ça où j'ai du mal à avancer, où j'ai l'impression de patauger, je ne sais pas. À voir. Ensuite j'ai lu Alnia de Tiff. Alors ça c'est le tome 1, le tome 2 sort je ne sais plus quand. Pas encore. Déjà, on va s'arrêter sur le travail quand même de Tiff, qui est illustratrice depuis très longtemps, c'est grâce à ça que je la connais, et qui a illustré pratiquement tous les bouquins d'Alexiane Delis, voilà, qui est aussi une autrice que j'adore. Et du coup, j'avais hâte de la découvrir en tant qu'écrivaine. Pas déçue du tout. Elle a fait un super boulot sur son livre, puisqu'à chaque chapitre, en fait, on se retrouve avec des images comme ceci. En bas de page, on a aussi des petites choses comme ça. On a une carte, enfin voilà, elle s'est amusée forcément vu que c'est son boulot. Et non, une très belle découverte. Donc dans cette histoire, on va suivre Léa qui est une petite vie pépère, tranquille, mais sans but en fait. Une vie pas intéressante du tout et en fait, elle est passionnée d'orage. Il y a un orage qui se prépare en sortant de son service de serveuse dans un bar. Et du coup, elle sort de son service, elle s'approche de l'orage et là, en fait, elle ne pensait pas mourir foudroyée. Elle meurt foudroyée, mais elle se retrouve dans un monde complètement différent du sien, qui mêle magie et technologie très avancée, où elle va d'abord être traquée puis capturée par des rebelles, et finalement elle va devoir leur porter allégeance et les suivre, et découvrir un petit peu ce monde-là, où finalement elle a peut-être son rôle à jouer. Alors clairement c'est une histoire que j'ai adorée parce que c'est des histoires comme je les aime. On part d'un monde classique, de notre monde à nous, où on finit par aller dans un monde complètement fantastique. Moi ça déjà j'adore ce concept là, donc c'est tout à fait ce que j'aime. Et puis après on découvre tout plein de personnages, dont Léa, qui va finalement découvrir un petit peu que finalement ce monde-là lui est familier, plus ou moins, et va surtout se transformer et évoluer beaucoup dans cette histoire avec d'autres personnages super attachants, voilà. Et en plus, ce tome 1, il finit complètement en plan. Je veux la suite. C'est juste pas possible. Voilà, moi je veux la suite parce que là, à la fin, ben voilà, on se retrouve avec un truc là. On nous laisse ça comme ça et non, c'est juste pas possible. Puis regarde à la fin, elle nous a fait des petits croquis des personnages, un peu de bestiaire aussi. Enfin, franchement, moi voilà, je veux la suite très très vite parce que celui-là, j'ai kiffé. Ensuite, j'ai lu le 3e tome de Nevermore, donc qui est Lolopox, la traque de Morrigan Crow. Donc paru chez PKJ. Alors celui-là, voilà, c'est une saga que j'adore, c'est le 3e tome, donc voilà, je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup, mais en tout cas, voilà, j'adorais continuer à suivre les péripéties de notre chère Morrigan, où dans celui-là, en fait, le grand méchant de l'histoire, Ezra Scroll, on va plus connaître en fait son passé et savoir pourquoi il est devenu méchant. Et moi clairement j'adore ça. J'adore ce genre de choses, de découvrir pourquoi les méchants sont devenus méchants. Voilà, et là on va clairement découvrir en fait le point de rupture qui a fait que bah voilà, c'est le grand méchant de l'histoire tout en nuances. Mais vraiment j'ai adoré continuer à suivre Morrigan aussi, qui va continuer à découvrir ses pouvoirs. Mais malheureusement elle est un peu toute seule parce que voilà, elle est un peu seule dans ce cas-là et elle est obligée d'avancer à tâtons en fait dans sa découverte de ses pouvoirs. Sachant qu'en plus il y a une grosse épidémie, voilà, ça fait un peu penser au Covid malheureusement, mais voilà, de manière un peu plus fun quand même, hein, faut pas non plus abuser, mais voilà, non franchement, j'ai adoré, clairement, pour moi, c'est une histoire qui
qui me fait un peu penser à HP dans sa façon de fonctionner, puisqu'on va se retrouver avec une orpheline qui va découvrir ses pouvoirs alors qu'à la base elle pensait pas du tout en avoir, enfin voilà. Donc ça me fait penser un peu à ça, mais peut-être un peu plus jeunesse, mais voilà, ça me fait beaucoup penser à ça. Et enfin, franchement, moi, c'est une saga que j'adore. À chaque fois qu'il sort un tome, je le lis tout de suite. Ensuite, j'ai découvert La vie est un roman de Guillaume Musso. Alors, il fait partie de la trilogie des écrivains, comme il l'appelle, puisque apparemment le premier c'est la fille et la nuit, je ne sais plus. Alors celui-là je l'ai pas lu, donc voilà. La vie est un roman, et le deuxième c'est La vie secrète des écrivains et La vie est un roman. Et donc j'ai lu La vie secrète des écrivains il y a déjà un petit moment, et là du coup j'ai découvert La vie est un roman. Et franchement j'ai adoré, parce que là en fait on va vraiment rentrer dans la façon de vivre des écrivains, on rentre vraiment dans le monde de leur métier en fait. Et je trouve ça génial à travers une histoire en fait. Mais voilà, Musso va un petit peu se livrer sur les travers des écrivains, sur tout ce qui les entoure, et la façon d'écrire, leur manière d'écrire, mais qu'il n'y a pas forcément de recette miracle pour écrire, alors qu'ils écrivent beaucoup. Mais voilà, non, franchement, j'ai trouvé ça super intéressant à travers une histoire un petit peu thriller. Et non, franchement, j'ai beaucoup apprécié. C'est un roman où je pense que je prendrais des petites citations pour me rappeler en fait un peu comme des conseils d'écriture si vous voulez. Et non, franchement, une très belle lecture. Enfin, du Guillaume Musso, ça fait un très longtemps que je le suis et franchement, à chaque fois, j'apprécie beaucoup. Et d'autant plus les derniers qui sortent. Un autre roman de Guillaume Musso que j'ai découvert aussi, c'est Skidamarink. Alors je vous mets là parce que pareil, je ne l'ai pas en physique. Alors Skidamarink, en fait, on va suivre plusieurs personnages qui ne se connaissent pas, mais qui vont recevoir chacun un morceau de la Joconde qui a été volé. Donc voilà, et en fait, ils vont avoir des énigmes, vont finir par se rencontrer et un petit peu comprendre le dénouement de cette histoire. Et donc franchement, c'est super bien fait aussi. Et pourtant, c'est le premier roman qui a été édité de Guillaume Musso, qui a été réédité il n'y a pas si longtemps que ça. Et franchement, il est juste trop bien. Enfin, franchement, moi, c'est un Musso que j'aime beaucoup aussi, que je pense qu'il restera dans mes préférés. Et non, vraiment, je l'ai beaucoup apprécié. Et pour finir, j'ai découvert le premier tome des Chroniques de Bridgerton en audio. Donc c'est pour ça que je vous le mets là. Parce que je ne l'ai pas en physique non plus, même si je pense que je vais me les acheter dans les très belles éditions qui sont sorties chez J'ai lu en version reliée et tout. Alors, j'ai adoré en fait la série des Chroniques de Bridgerton, où on va suivre en fait la famille des Bridgerton, où chaque enfant le premier a son nom qui commence en A, donc Anthony, le deuxième c'est Bénédicte, le troisième c'est... comment c'est le troisième déjà ? J'ai oublié son nom du troisième, et là on va suivre en fait la quatrième dans le premier tome qui est Daphné. Et donc Daphné en fait elle arrive en âge de se marier, donc elle va rentrer dans la saison où on va la courtiser, où il va falloir qu'elle trouve un bon parti pour se marier. Dans une Londres en fait, dans une époque qu'on ne sait pas trop finalement, parce que voilà, c'est de la fiction. On va rentrer dans ces intrigues là où elle va devoir trouver un bon parti pour se marier, et elle, ce qu'elle cherche, c'est vraiment l'amour, pas forcément un parti avec une bonne situation, si vous voulez. Elle va finalement rencontrer le duc d'Hastings, lui non plus ne veut pas se marier. Pour aider Daphné à trouver des bons partis et à susciter l'intérêt, elle va conclure un pacte avec le duc d'Hastings, qui lui ne veut surtout pas être embêté par toutes les mamans de toutes ces jeunes dames qui ont envie de se marier, va du coup courtiser en fait Daphné pour être tranquille, et que Daphné suscite l'intérêt des bons partis de la cour, si vous voulez. Alors du coup là, en fait, contrairement à la série, on n'aura pas du tout le côté avec la reine, ce que j'ai trouvé un... Enfin, je pense que c'est... Enfin, la série, c'est vraiment le plus, en fait, avec l'histoire de la reine, tout ça, j'ai trouvé ça super sympa. Après, dans le livre, on a beaucoup plus de sentiments par rapport à comment Daphné ressent les choses, comment le duc d'Hastings ressent les choses, tout ça. Enfin, voilà, on a plus cette partie-là que dans la série, forcément, c'est plus difficilement transmis à l'écran, donc voilà. Mais pourtant, moi j'ai quand même une petite préférence pour la série, parce qu'ils ont su arriver à mettre pas mal de petites choses qui sont utiles à l'histoire et qui l'étoffent un petit peu. Et j'ai trouvé ça super sympa. On a quand même notre chère Lady Whistledown, avec il y a tous les petits potins de la haute cour, tout ça, et
Contrairement à la série, à la fin de Daphné, on ne sait pas qui est Lady Whistledown. Et voilà, j'ai hâte de voir à quel moment elle va être dévoilée. Après, je pense que du coup, au niveau de la série, ils ont peut-être joué sur tous les tomes et puis essayer de faire quelque chose qui rassemble le tout. Peut-être que des choses que moi j'ai vues dans Daphné, je vais le voir dans d'autres, je ne sais pas. Mais du coup, j'ai vraiment envie de connaître la suite là maintenant, parce que déjà que la saison 2, je l'attends avec l'histoire d'Anthony. Voilà, moi maintenant, bah tant pis, je vais quand même découvrir très prochainement, je pense, le tome 2 et puis continuer, sachant que je l'ai lu en audio, il n'y a que les 3 premiers qui sont sortis, donc je prends mon temps parce que je sais que ben, je vais très vite être coincée. Donc voilà. Donc du coup, bah... Voilà, j'attends un petit peu pour lire Anthony et Bénédicte du coup parce que bah, je les aurai pas tout de suite la suite. Donc, et comme j'ai envie de les continuer en audio parce qu'ils sont très bien faits, bah je vais être obligée de faire comme ça. Donc voilà pour ce petit update, j'espère que ça vous aura plu et que du coup ça vous aura fait découvrir quelques livres. Après voilà, c'est des livres qui sont quand même connus, donc voilà. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ces livres, si vous les avez lus, si ça vous a donné envie de les lire ou pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et moi je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo, salut!